Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler d'une belle histoire aujourd'hui, d'un coup de foudre professionnel, d'un mariage, d'une ambition européenne aussi dans la communication. Pour ça, on reçoit deux personnes. On reçoit Hermeline Gosselin qui est cofondatrice de Gosselin et de Walk. On va expliquer évidemment la teneur de l'entreprise et Christine Vermeusen qui est managing director de Fin. Alors, on va parler de votre mariage professionnel 100 ans et de l'ambition qui vous anime. Peut-être vous présenter d'abord l'une et l'autre. Alors, je vais commencer, Hermeline, par l'histoire de Gosselin et de Walk. Vous avez dit à plusieurs reprises, c'est une histoire d'un coup de foudre professionnel. Racontez-nous ça. Oui, tout à fait. À l'époque, j'étais porte-parole du PS. Elio Di Rupo était président du PS. On était c'était juste à la veille de la grosse crise de 2010. J'étais enceinte jusqu'aux dents et j'ai eu besoin d'aide, de renfort. Guillaume était alors juriste. Guillaume de Walk, donc, d'où le nom. Ouais. Voilà, mon associé. Était alors expert à l'Institut Émile van der Velde, le bureau d'études du Parti socialiste. C'était un juriste, lui, à la base, donc il n'était pas du tout dans le milieu de la communication, mais j'avais remarqué qu'il avait une belle plume, qu'il avait vraiment un grand sens de la communication, donc je lui ai demandé de me rejoindre. Au début, il était très surpris. Mais il a accepté avec plaisir et puis quelques mois après, vraiment très rapidement, j'ai été arrêtée. Lui a dû me remplacer dans des circonstances vraiment compliquées et puis on a créé à ce moment-là vraiment une relation très soudée, très forte parce que c'était une période difficile. Oui, j'allais dire, à cette époque-là, avec Elio Di Rupo au 16, vous avez quand même vécu des moments intense, hein, ça j'imagine. Donc ça a créé quelque chose qui s'est perpétué par la suite dans la création d'une entreprise, en fait. Complètement, parce qu'on s'est rendu compte que oui, on est devenus vraiment très proches. On se ressemblait très fort dans notre manière d'être, dans nos valeurs, dans notre manière de travailler. Et donc ça a été, on a coutume de dire que ça a été un vrai coup de foudre professionnel entre nous. Mais vous aussi, vous étiez deux, alors je ne sais pas si vous utilisez le terme de coup de foudre professionnel, mais vous étiez deux journalistes, c'est ça, hein? Et personnel même, parce qu'on est hommes et femmes, donc voilà. On est mariés, on a des enfants ensemble et une société, oui, c'est vrai. Je pense que le début de Fin, ça fait un peu plus longtemps, donc on est là depuis presque 20 ans. Raph et moi, on travaillait comme journalistes tous les deux et on sentait quand même que oui, il y a quelque chose qui manquait parfois dans cette relation entre les sociétés, les institutions et puis les parties prenantes, les journalistes, qu'ils avaient parfois des difficultés à se connecter, à se parler. Et on sentait, on avait quand même envie de faire mieux et c'est de là qu'est venue l'idée de fonder Fin. Une agence de communication qui est devenue aussi une agence de communication fort orientée vers le marketing digital, enfin tout ce qui est, évidemment c'est dans l'air du temps. Ça veut dire que vous avez, depuis 20 ans, vous avez évolué dans cette belle aventure aussi, jusqu'à devenir une entreprise quand même importante. Vous avez combien 55 personnes maintenant? Oui. Ensemble, là. Ensemble, c'est vrai, oui, pardon. Ensemble, je vais trop vite. Oui, c'est vrai qu'on a évolué et ce qu'on dit parfois, c'est qu'on aime bien être là pour les clients dans leur moment de la vérité. Hein, et je pense que de nos jours, il y a quand même pas mal de défis pour les sociétés. Il y a les guerres. Parfois, les gens ou le public demandent des prises de position pour lesquelles ils n'ont pas toujours envie. Par exemple, on le voit souvent aussi chez les universités qui sont challengées sur un point de vue sur ce qui se passe au Gaza. Donc, les circonstances sont quand même exigeantes pour les sociétés, les institutions. Et c'est à ce moment-là qu'ils se tournent vers nous et vers Gosselin de Walk aussi. Et voilà qu'on essaye d'être là pour eux avec des avis et des recommandations. Hermeline Gosselin, vous êtes créée dans un conseil stratégie et communication. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a une relation très particulière qui se noue avec vos clients, qui est évidemment de la communication, mais ça va au-delà. C'est quelque chose où vous accompagnez tout le processus de l'entreprise ou de l'organisme avec qui vous travaillez?
Oui, nous, avec les années, c'est vrai qu'on a été amenés, on a eu la chance, vraiment, c'est une grande chance d'accompagner des personnalités politiques à des hauts niveaux de responsabilité. Et vous avez appris énormément, j'imagine. Énormément, dans des situations vraiment très complexes. Et on a eu envie d'offrir le même type de conseils aux patrons du secteur privé également. Et en se disant que la communication aujourd'hui pour nous, et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on est tous les quatre convaincus, la communication a un rôle stratégique. La communication est devenue véritablement une arme et c'est extrêmement important, surtout dans les moments de vérité, d'être capable de gérer cette communication, mais de manière globale. Parfois, on a tendance à avoir un champ restrictif sur un canal, ça va être les médias ou la communication digitale, mais en réalité, la communication, c'est extrêmement vaste. C'est la communication vers les actionnaires, c'est la communication vers le personnel, c'est la communication vers les personnes qu'on souhaite recruter. C'est vraiment une communication, comme on dit, à 360 degrés. Et nous, ce qu'on aime, c'est de pouvoir apporter, dans ces moments où, quelque part, les choses se compliquent. Où tout se joue quelque part. D'apporter un conseil, un éclairage. C'est souvent utile d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui apporte cet éclairage sur comment choisir, quels mots choisir, vers quel type de public, vers quel canal. Ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Alors, votre actualité, bon, on l'a déjà un peu anticipé, mais on va y revenir pleinement maintenant. C'est que Gosselin de Walck d'une part et Fine de l'autre, vous allez fusionner. En tout cas, vous vous mariez, vous allez travailler ensemble. Alors, on pourrait dire que c'est un mariage entre une agence francophone et une agence flamande. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais comment c'est venu en fait? C'était quelque chose où vous dites c'était naturel ou bien vous aviez besoin de vous rencontrer? Comment c'est venu? Je vais passer la parole à Hermélie parce que c'est elle qui a pris l'initiative. Ah oui, c'est vrai. Oui, complètement, oui, tout à fait. Mais nous, ça faisait quelques mois avec Guillaume, on cherchait à trouver une solution pour continuer à grandir. On se rendait compte qu'on atteignait un certain plafond et Fine, depuis longtemps, était un peu notre modèle. On se disait, Fine, on regardait de loin ce qu'il faisait, c'était vraiment notre modèle. Et je dois dire que dans notre secteur, la concurrence est très saine. J'ai toujours trouvé qu'avec tout le monde, on se parle, on s'entraide. Et donc, je me suis dit, je vais proposer à Christine d'aller manger ensemble. Ils sont là depuis 20 ans, ils sont 40. Je vais lui demander un peu comment elle a fait. Vous êtes une quinzaine, hein, voilà, avec tout à fait. Oui, des apports extérieurs aussi, mais oui. Et on a été manger ensemble et on est sortis de là en se disant il faut faire quelque chose ensemble. C'est pas possible autrement, tellement c'était évident. C'était vraiment... Oui, c'était une conversation très drôle mais je pense ce qu'on a ressenti là, c'est qu'en fait on a fait on a passé par la même évolution. Nous, on a commencé une agence en étant journaliste et pareil pour Hermeline et Guillaume, ils ont commencé une agence sans jamais avoir travaillé dans des agences. Et je pense que c'est un peu ce qui nous rend... Ce qui fait que vous comprenez bien aussi, que vous aviez les mêmes sensibilités peut-être. Et on n'a jamais voulu copier un système, mais on a bâti une agence à partir de zéro. Ce qui nous différencie peut-être un peu d'autres agences. Et ce qu'on a senti très fort dans la conversation, à chaque chose que Hermeline me racontait, c'était « Ah oui, on fait ça, comme ça aussi ». Et puis on s'est dit, c'est un peu comme en regardant dans le miroir, on a senti très fort qu'on avait un ADN très partagé, justement parce que je pense qu'on a passé par les mêmes obstacles, on a développé les mêmes valeurs, etc. Quand on dit on cherchait un peu des réponses pour continuer la croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, quand on construit son entreprise, il y a des questions qui se posent, il y a des processus qu'il faut mettre en place. C'est quoi en fait le questionnement qu'on a pour se dire il faut franchir un cap? Ça se passe comment en ce moment-là? En fait, je pense que c'est un peu la question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. C'est qu'au départ, quand on monte son entreprise, c'est parce qu'on a une expertise,
entreprise, un produit, un service à proposer. Mais à partir d'un certain moment, on s'éloigne de plus en plus de son métier pour devenir vraiment manager, entrepreneur à proprement parler. Et là, moi, je sentais que on atteignait un seuil où, moi, par exemple, ma passion, vraiment, c'est la communication. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et diriger une entreprise, la faire grandir, quelque part, c'est un autre métier. Oui, ça nécessite beaucoup d'autres compétences. Mais après, oui, on peut les acquérir, mais je veux dire, on change de métier quelque part. Exactement. Et à ce niveau-là, voilà, on avait quelque part besoin d'un partenaire pour nous aider à passer ce cap. Et le partenaire était tout trouvé. Alors en plus, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, on va continuer évidemment sur ce que vous allez faire ensemble, mais que c'est pas 1 + 1 = 2, hein, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il y a un autre partenaire qui est dans la danse, qui va vous aider à grandir à un autre niveau. Racontez-nous un peu. Oui, c'est le groupe Only, c'est un groupe néerlandais qui a racheté pas mal d'agences aux Pays-Bas déjà et maintenant est en train de racheter en Belgique. Il y a d'autres agences comme Happiness, Comeco qui font déjà partie du groupe. Et voilà, c'est aussi grâce à eux, qu'on peut continuer maintenant cette aventure parce que la fusion se fait sous la coupole de Only. Donc on est aussi très reconnaissant envers eux de faciliter cette... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils investissent et qu'ils croient en vous? Oui. Ça veut dire qu'ils vous font passer une autre échelle, c'est ça? C'est quoi? Oui. Oui, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très précieux parce que, en grandissant, on a des clients qui ont de plus en plus, qui grandissent avec nous quelque part aussi, et c'est arrivé de plus en plus souvent que des clients nous disent mais est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait nous aider pour notre communication ou notre stratégie affaires publiques aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, et à chaque fois c'était extrêmement compliqué. On a déjà du mal de recruter des talents ici en Belgique. Continuer à grandir à l'international devenait aussi un vrai challenge. Et là, le fait d'avoir une porte ouverte vers un réseau de partenaires à l'échelle européenne, avec à chaque fois aussi cette même exigence en termes de qualité de service, c'est quelque chose qu'on va pouvoir apporter à nos clients et qui va être extrêmement précieux. Mais c'est ça, conquérir l'Europe, en fait, c'est faire partie aussi d'un réseau. C'est-à-dire que vous allez... alors peut-être qu'il y aura d'autres mariages, d'autres coups de foudre, je ne sais pas, mais c'est ça. C'est que vous allez pouvoir avoir des réponses et des leviers d'action au niveau européen. Vous aussi, c'est quelque chose que vous sentiez, oui, très fort. cette nécessité-là. Parce que parfois, on a tendance à regarder la Belgique, mais le business se passe de plus en plus au niveau européen ou même mondial. Je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte, mais le temps où on jouait sur une plateforme très, très locale, c'est derrière nous. Donc, je pense que ça devient de plus en plus important en tant qu'agence de pouvoir livrer ces services qui vont... Quelque part, ça vous freinait à un moment de ne pas pouvoir le faire Nous, on avait trouvé déjà des solutions parce qu'on avait, comme Hermeline, des questions de nos clients. Donc, on a un réseau... européen d'agences et de consultants avec lesquels on travaille. Mais c'est vrai, avec un groupe, on reçoit un peu une base plus large encore pour développer. Alors, je suis un entrepreneur, une entreprise, un CEO. Je vais m'adresser à l'une de vous. Conseil en stratégie, communication, etc. Ça veut dire quoi? Vous l'avez déjà un peu dit. Ça veut dire que vous allez me dire, OK, on va prendre tout en main de manière intégrale, en fait. Et surtout, il faut prendre toutes ces dimensions-là en compte, c'est ça? C'est bien ça l'idée et l'approche que vous défendriez. Donc vous me diriez, il faut que tu sois conscient de ton marché, mais aussi de tes employés, mais aussi de la communication à d'autres niveaux. C'est vraiment ça? Oui, je pense qu'on voit, et c'est plus... je pense que c'est différent d'il y a 10 ans ou 20 ans. Les questions qu'on reçoit des clients deviennent plus complexes. Et donc, on ne peut plus travailler sur
une seule chose. Il y a des questions qui viennent du marché, ou peut-être de l'offre commerciale d'une société, mais il y a aussi la réputation qui doit être défendue. Et tout ça s'en mêle. C'est ça qui est le plus dur. On voit par exemple des sociétés avec des présences en Belgique, en Europe et aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un comme Trump qui impose parfois des policies en diversité qui sont très différentes de ceux en Europe, où les attentes sont complètement opposées. Donc, comment gérer ces polarités, comment communiquer là-dessus, ça, c'est devenu très dur parfois pour certains acteurs. Et c'est là qu'on essaye de trouver des solutions et de voir comment gérer ces polarités et ces oppositions. Hermeline Gosselin, alors évidemment en politique et au 16 rue de la Loi, j'imagine que c'est le quotidien, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la gestion de crise, l'accélération des choses, c'est devenu la norme ? On est rentré déjà depuis un petit bout de temps dans une période de crise quasi permanente. Et qui dit crise dit communication de crise. Bien souvent, d'ailleurs, on a tendance à mélanger la gestion de crise et la communication de crise, alors que ce sont deux choses bien différentes. Moi, j'utilise souvent cette image pour mes clients. Quand vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences, il n'y a rien de pire que de ne rien entendre. Si personne ne s'exprime, ni le personnel, ni le pilote, savoir ce qui se passe quelque part. Vous ne savez rien, c'est le silence, vous paniquez complètement. En période de communication de crise, c'est la même chose. Il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on dit ? Comment, avec quels mots, à quel moment, via quel canal? Tout ça demande de la réflexion, demande du temps. Et bien souvent, vous-même, vous êtes en train de gérer la crise. Ça demande des compétences spécifiques, ça demande de l'énergie, du temps, d'y consacrer de l'attention. Vous devez absolument avoir quelqu'un à côté de vous qui va pouvoir consacrer du temps, de l'énergie et de l'attention avec une certaine forme d'expertise à réfléchir justement à cette stratégie de communication de crise. Qu'est-ce que vous allez dire pour rassurer tous vos publics cibles? Et pour autant, ça ne veut pas dire, j'imagine, qu'il faut communiquer tout le temps. Est-ce que la communication d'une entreprise ou d'un CEO ou d'un organisme, est-ce que ça veut dire aussi gérer une forme de rareté, une forme de rythme? Je ne sais pas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une époque où ça part dans tous les sens tout le temps, a-t-on l'impression, mais qu'est-ce que vous conseillez dans ce sens-là? Oui, parfois, il faut mieux se taire. Il y a des occasions. Mais moi, je dirais quand même, c'est vrai qu'on est dans une période de surcommunication, mais ça veut aussi dire que ça demande beaucoup plus d'efforts pour se faire entendre. Donc, je ne sais pas si communiquer moins est toujours la meilleure option, mais il faut parfois peut-être communiquer mieux. Il ne faut pas faire du bruit, mais il faut bien savoir qu'est-ce qu'on va dire, pourquoi, et puis le dire bien, mais pas dire n'importe quoi. Et avec une incarnation personnelle aussi, on parle souvent du personal branding des CEO ou en tout cas de personnalité. Est-ce que ça passe par là aujourd'hui? Oui, absolument. Mais oui, parce qu'en fait, comme vous le dites, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de communication, beaucoup plus de bruit qui part dans tous les sens pour pouvoir traverser ce bruit et être entendu, ne serait-ce qu'être entendu, avant même d'être compris ou de convaincre, il faut être entendu, il faut pouvoir capter l'attention, capter l'intérêt. Et pour ça, nous, on en est convaincus, il faut raconter des histoires. Il faut à un certain moment avoir de l'empathie pour les personnes à qui vous vous adressez et pouvoir leur raconter une histoire qui les touche, qui les concerne, qui les impacte. Tout ça, à nouveau, ça demande en effet d'avoir quelqu'un qui va incarner cette histoire. Une humanité, finalement. Ah oui, tout à fait. On en est vraiment convaincus. Et en même temps, on s'expose. On avait fait, nous, ensemble, un dossier dans Trends Tendance dans lequel vous vous exprimiez, notamment suite à une affaire, entre guillemets, mais pour dire, aujourd'hui, en fait, le discours médiatique, l'omniprésence
de l'information, etc., ça peut être extrêmement destructeur pour une personnalité. Je sais que ça vous touche, ça, Oui. non? Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que dans ma carrière, j'ai été confrontée à beaucoup de crises où je me suis retrouvée en face d'hommes, de femmes qui étaient véritablement, personnellement détruits, qui étaient en larmes devant moi en train de me dire « Mais Hermeline, que vont dire mes enfants? Que vont dire mes proches, ma femme, mon mari ?» Et c'était moi, quelque part, qui me retrouvais à être l'intermédiaire entre les médias et ces personnes-là, qui peuvent se retrouver du jour au lendemain véritablement broyés parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement les codes, la manière de gérer les médias, la pression médiatique quand on est confronté à une crise. C'est vrai que quand quelque chose part, parfois ça part dans tous les médias simultanément, ça peut être extrêmement violent en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc je pense que c'est important pour ces personnes-là, dans ces moments-là, de pouvoir être là pour les conseiller au mieux et oui, considérer que c'est déjà une partie de leur défense juridique, dans le cas où il y a un dossier juridique, la défense médiatique. D'ailleurs, on travaille beaucoup, je pense, vous aussi, on travaille régulièrement avec des avocats, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, parce que ce sont bien souvent deux facettes de dossiers qui sont complexes et qui demandent, oui, de pouvoir intégrer aussi la dimension réputationnelle qui passe par la communication. Vous avez été journaliste, donc vous connaissez bien l'autre côté du miroir, j'allais dire, oui. Mais c'est un ressenti que vous avez aussi, de se dire... Oui, très fort. Oui, non, mais que l'information, la communication, c'est extrêmement explosif potentiellement, en fait. Oui, et je pense qu'on voit là aussi l'importance accrue des réseaux sociaux. Hein. Beaucoup se passe sur les réseaux sociaux et sous cette pression, je pense aussi que les journalistes se sentent obligés de parfois couvrir des choses dont, après coup, il ne reste que peu de faits. Hein. Je vois que quand même il y a des dossiers dans lesquels des CEO sont déjà jugés dans les médias avant qu'ils sont même parus en justice. Et c'est quand même c'est une évolution quand même dangereuse. Et en effet, je suis d'accord avec Hermeline, je pense que tous les gens qui ont envie de donner leur avis sur les réseaux sociaux ne se rendent pas compte ce que ça fait au niveau personnel quand on est au centre de l'attention. Donc c'est quand même quelque chose pour lequel il faut avoir un peu d'attention, je dirais. Alors, Gosselin de Walkfin, vous allez garder ce nom-là commun pour le moment. Hein. Vous avez cherché peut-être savoir si vous allez vous rebaptiser ou pas. C'est pas décidé, ça. On n'a pas de tabou. Hein. Ouais. Non, on se donne du temps pour voir si on va sortir avec une autre marque ou si ça va rester comme ça. Donc ça vous reviendrez pour nous le dire. Ouais. Mais ça veut dire que vous travaillez pour qui? Donc on parle évidemment de CEO, d'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des cas ou des exemples que vous pouvez donner, mais votre spectre, votre champ d'action, il est large en fait Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien dire qu'on représente on travaille pour les 5 types principaux d'acteurs, de parties prenantes, donc les grandes industries, les PME, les start-up, le secteur des banques et de la finance et les acteurs publics. J'aime beaucoup, et je pense que dans nos équipes aussi, ils aiment beaucoup avoir cette grande diversité dans nos clients, ce qui permet de faire des liens, de créer des connexions, de faire en sorte que les gens apprennent à mieux se parler, à mieux se comprendre. Et aussi, c'est passionnant, c'est tout simplement passionnant. Vous gardez, donc vous avez un passé politique, vous gardez une action politique, je ne veux pas dire dans le sens d'un engagement politique, parce que je sais que vous travaillez pour une grande diversité d'acteurs, mais vous continuez à accompagner des acteurs politiques, notamment dans leur renouveau, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. On travaille encore de temps en temps avec quelques personnalités ou institutions politiques, mais pas les extrêmes, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, justement aussi parce qu'on n'a pas envie de tomber dans ce piège de ne plus créer de pont. On pense que c'est toujours important de garder un pied de part et d'autre pour faire en sorte de toujours bien comprendre en fait les enjeux, les difficultés, les attentes, les contraintes de toutes les personnes à qui on s'adresse.
Alors, Christine Vermeusen, vous êtes aussi présidente de VOCA métropolitaine, c'est comme ça qu'on dit. Ça, donc oui. ça veut dire que c'est une forme d'engagement en faveur de l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que c'est le sens aussi de votre action, quelque part, de dire... Alors, bon, on a tendance à dire parfois qu'en Flandre, l'entrepreneuriat est plus florissant qu'en Wallonie, mais vous vous battez précisément vrai, pour que ce soit exactement, pour qu'on redresse la tête tous. Mais ça fait partie de cette nécessité de dire, en fait, on doit soutenir l'entrepreneuriat, l'accompagner. Oui, et c'est quelque chose dont je suis personnellement très convaincue qu'il faut l'entrepreneuriat. Il faut même plus d'entrepreneuriat, je trouve, en Belgique. Et en effet, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce rôle, le rôle pour Bruxelles en fait. Et surtout à Bruxelles, je dirais, on a besoin d'entrepreneurs. C'est une ville qui a quand même des défis importants, la sécurité. Aussi pour nous, en tant qu'entreprise à Bruxelles, pour attirer des collaborateurs. Vous avez des locaux à Molenbeek, vous, oui, c'est ça? Oui, on est dans le hellhole pour reprendre l'expression de quelqu'un, oui. Oui. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même du travail à faire et je pense que toutes les deux, et avec Raph et Guillaume aussi, on est convaincus que les solutions se trouvent aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, si on peut aussi être ce rôle modèle pour des jeunes ou pour même des plus âgés qui ont envie d'entreprendre, c'est quand même... C'est aussi un très bel travail, je trouve, de pouvoir créer de la valeur, créer des boulots pour les gens. Donc oui, moi je suis tout à fait convaincue. Et du côté francophone, bon, on le sait, c'est un vrai travail. Alors les choses s'améliorent en termes de discours, d'encouragement, etc. Mais est-ce que c'est un défi sur lequel vous vous êtes dit aussi, nous on a envie d'être des acteurs à votre niveau, mais... Oui, au départ, vous savez, pendant longtemps, j'écrivais les programmes, les versions un peu communication, marketing des programmes. Et j'ai souvent écrit, il faut davantage de porteurs de projets, il faut créer davantage d'emplois. Et c'est vrai que pour moi, déjà, ça a été un pas énorme le jour où j'ai créé le premier emploi. Je me suis dit, ça y est, je suis moi-même une créatrice d'emploi, mais aussi pouvoir aider ceux qui créent de l'emploi en Wallonie à mieux se faire connaître. C'est surtout ça, moi, qui me tient à cœur, parce que je suis convaincue qu'en Wallonie, on a énormément de talents, en Wallonie et à Bruxelles, énormément de belles success stories, simplement, peut-être encore certains patrons qui n'ont pas encore ce réflexe de vouloir se faire connaître, de rentrer dans la lumière, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut faire peur. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. C'est je pense que l'image de la Wallonie, elle passe aussi par ces belles success stories. Alors, Finn, vous êtes... actif surtout du côté néerlandophone quand même, pas uniquement. Non, pas uniquement, mais donc ça veut dire quoi? Quel est le regard? Vous dites, oui, en fait, cette aventure, parce que cette aventure commune, c'est ça aussi, c'est peut-être d'essayer de porter, d'être tous les deux, ou tous les quatre en l'occurrence, à ce niveau, de soutenir l'entrepreneuriat partout en Belgique, en fait, et en Europe, on l'a dit. Oui, certainement. Et je dois dire, parfois, je découvre des histoires d'entrepreneurs wallons et dont je suis vraiment surprise. Donc, je pense qu'il y a quand même encore un peu une gouffre entre le monde néerlandophone et francophone en Belgique, ce qui est dommage. On voit aussi les médias se sont séparés, les politiques se séparent. Mais les organisations patronales, vous êtes malgré aussi, tout. Oui. Donc, mais je pense qu'on est peut-être dans un moment où les choses, où les deux côtés se rapprochent. Allez, je pense que notre union est un bon exemple de ça. Au niveau du business, il n'y a pas deux pays, il y a un pays. Et il n'y a même peut-être pas de pays, mais il y a un monde. Et je pense c'est aussi ce qu'on voit chez nos clients. Il faut ouvrir les fenêtres, les portes. Le marché, c'est le monde. Et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, aussi bien du côté néerlandophone que francophone, qui ont des produits et des services avec lesquels ils peuvent
aller convaincre le monde entier. Donc, il faut les aider à faire ça. Hein. Hermeline Gosselin, j'imagine que c'est ça qui vous enthousiasme aussi, cette aventure qui, quelque part, alors on va continuer à soutenir les Wallons et les Bruxellois qui entreprennent, mais quelque part qui prend une autre dimension. Ça va être magique. C'est une excitation, un stress, les deux? Les deux, oui. C'est vrai que ces derniers jours ont été un peu stressants, mais aussi très, très excitants. Oui, pour nos clients aussi, le fait de maintenant pouvoir dire qu'on est véritablement une agence au niveau national. On avait déjà quelques clients et aussi quelques consultants flamands, mais de pouvoir acquérir cette dimension nationale et offrir ça à nos clients, c'est quelque chose qui est très positif pour nous. Merci beaucoup. Bien voilà une belle aventure qu'on suivra avec plaisir. Hein. Donc là, 1 an maintenant sur lequel vous allez déjà travailler ensemble et puis construire la suite. Et puis on se retrouvera certainement. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk et à la semaine prochaine.